Combat de Yake Papita. Sur ce, lorsque nous allons arriver en ce moment-là, je vais demander à tout le monde de bien vouloir rester concentré. S'il vous plaît, essayez de limiter vos mouvements pour ne pas divertir l'attention des gens au lieu des autres. Que restons concentrés parce que ça c'est le moment clé de notre programme. Et d'abord, on va organiser donc, nous allons prendre la position de la prière pour mettre notre prédicateur du jour entre les bonnes mains de notre Père Créateur, ainsi sous la direction, sous la protection et la bénédiction de Mfumugimbango, qui est notre Sauveur et Seigneur. Sur ce, nous allons tous prendre la position de la prière. Mboka Tulendo. Fumo Kimbangu, Fumo Kimbangu, Fumo Kimbangu, Unseki, Bika, le Keno, les que le mille bandes là, on va mourir. Isandé, ici, sur la que les problèmes à la l'eau, nous allons nous sécuriser. Fumo Kimbangu Yake Papita. Et la bongo tout va sur la caméra biso. Bongo si maintenant on peut bongo wako. Atondo mingi ndio dolobaka na bande to kola tango to ba bongo matia na biso to fonga na matoi to tika distraction parce que oya mutuya to yela kila kata kilongo ya tata yangoyo ngoma ngwesi ngombe. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes arrivés au moment de notre prédication, donc soyons beaucoup plus attentifs pour que nous puissions écouter, comprendre et mieux retenir ce qui nous sera raconté ou nous sera prêché tout à l'heure. C'est la bongo, petit qui Isika, na Fumafuna, na Biso, Toba, Iba, Bongo, les disciples. Balomoke, Balomoke, Alléluia, Moto, Alléluia, Moto, Alléluia, Moto, Alléluia, Moto, Alléluia, Moto, à nous tous, et Tata ainsi que les Nembois, qui avons accepté d'être là aujourd'hui. C'est vrai, c'est pas toujours facile, par rapport au temps qui coule, et on est obligé de faire ce sacrifice. C'est un samedi. Il y a ceux qui sont obligés d'aller travailler, il y a ceux qui avaient des rendez-vous à faire. Mais on se dit, on doit prendre 2-3 heures justement pour nous rassembler. Question de parler de cette grande dame, la dame de la Révolution, celle qui a incarné réellement la liberté, et cette dame qui doit rester dans les annales de l'histoire et de la pensée africaine. Balomoke, Balomoke, ce nous souhaitons à tous la bienvenue ici présent. Balomoke, j'ai l'impression que nous ne sommes pas tous ensemble. Banengwake, Banengwake. Non, on ne s'entend pas. On doit répondre à l'exercice. Il faut que les voix sortent là. Il faut qu'en Banza Congo ça pousse toujours. Banengwake, Banengwake, Alléluia, Bougamou, Bougamou, Yaya qui va vite.
Encore une fois, c'est vrai, aujourd'hui on va parler de Yakin Pavita. Certes, c'est cette personne qui reste un peu méconnue dans l'histoire de l'Afrique, chez nous les Africains en particulier, mais qui reste aussi peu connue chez ceux qui sont réveillés, ceux qui sont éveillés. Mais pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Nous sommes là parce que il y a des morts qui méritent d'être célébrés. Il y a ces personnes quand ils meurent, et ces gens il faut les célébrer, parce qu'ils méritent d'être célébrés. Parce que eux, ils n'ont pas eu le même parcours que nous. Eux, ils se sont sacrifiés, ils ont donné de leur vie, pour que les générations qui viendront plus tard puissent réellement aspirer et avoir la liberté. Et si nous sommes là parce que chacun de nous a un souci de l'Afrique. Nous sommes là parce que chacun de nous s'est posé une question. Nous sommes là parce que chacun de nous s'est senti mal dans sa peau et dans sa chair. Quand nous regardons la situation, ce qui se passe en Afrique, quand nous regardons ce qui se passe autour de nous. Et c'est ce mal-là, c'est parce que nous sommes là. Et nous sommes là parce que quand on ressent ce mal, il y a des gens hier qui ont donné de leur vie pour qu'aujourd'hui, que la situation puisse réellement changer. Mais fort malheureusement, la situation de l'Africain n'a pas changé. Elle est restée la même jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'esclavagisme d'hier, le colonialisme d'hier n'a que changé de forme, changé de mots et de noms. Par l'homoké. Hier, c'était les mêmes personnes. Aujourd'hui, ça reste les mêmes personnes. Et c'est la même génération. C'était les mêmes familles hier. Aujourd'hui, ce n'est qu'une suite de familles qui continuent à nous coloniser. Et aujourd'hui, ce n'est que la suite de ces Africains qui ont été colonisés hier, qui se font coloniser jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'elle. Parce que c'est elle qui a incarné. C'est elle qui est la valeur sûre de la révolution. C'est elle qui a donné de sa vie. Elle s'appelle Kimpavita. Pourquoi nous devons parler d'elle? Parce que hier, nous étions dans des sociétés qui étaient libres. Hier, nous étions libres. Nous avions des spiritualités qui étaient propres à nous. Nous avions des organisations qui étaient propres à nous, inspirées du Père Créateur. Nous avions construit nos sociétés. On ne dépendait de personne. Et on devait des comptes à personne. Et on vivait dans notre liberté. On vivait dans l'amour, dans le partage. Ça ne veut pas dire que dans le soldat africain, il n'y avait pas le mal. Certainement, il y avait des prisons. Si les prisons existaient, ça veut dire qu'il y avait le mal. Certainement, il y avait l'injustice. Mais sauf que tous ces vices étaient punis et tous ces vices n'avaient pas plus de place par rapport aux bonnes mœurs et par rapport aux valeurs. Mais c'est cet Africain d'hier. C'est cet Africain d'hier. C'est cet Africain d'hier qui est à la base de ce qui se passe aujourd'hui. Si l'Africain d'hier n'avait pas existé, l'Africain d'aujourd'hui n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que hier, avant le XIVe siècle, hier, avant le contact avec l'Occident, nos peuples, nos ancêtres étaient libres. Mais il y a eu un temps où l'Occident, les Européens, ils ont senti le goût de coloniser et d'aller explorer le monde. Et dans ce souci, ils se sont promenés. Il y a eu cette vague des gens qu'on a appelés les explorateurs. Les gens qu'on a appelés explorateurs qui sont allés explorer le monde. Parce que le goût de l'exploration ne revient qu'à eux. Oui, c'est ce que l'histoire nous dit. Ça, c'est l'histoire l'histoire des grands. Parce que l'histoire qui nous a enseigné, c'est l'histoire des grands. Eux nous disent que les explorateurs, ça n'existait que chez eux. Si en cette époque-là, l'explorateur n'existait que chez les Blancs, et chez les Africains, ça n'existe pas. Et parce que quand Théodore arrive, il dit que je trouve un royaume en Afrique. Un royaume organisé. Un royaume qui n'a rien à envier. Ça veut dire qu'il a trouvé une organisation qui existait chez nous. Et est-ce que réellement dans cette organisation, il n'y avait pas des gens intelligents? Et pourquoi on n'a pas présenté ces gens-là intelligents? On a l'impression que Magellan, Christophe Colomb, Diego Cao, c'était les gens les plus intelligents de l'époque. Balongoké. Balongoké. Ça, c'est l'histoire. Parce qu'à travers l'histoire, on a l'impression que c'était Diego Cao, le savant d'hier, qui s'est promené et qui est allé découvrir l'Afrique. Qui est allé découvrir ses moutons en Afrique, en fait. Mais après, on nous dit que la même Afrique hier, c'était l'Afrique qui a civilisé le monde. Et c'était ce peuple-là qui a fait trembler le monde. Ça, c'est ce que l'histoire nous raconte. Mais c'est ce que l'histoire du colon nous raconte. Ils arrivent chez nous. Ils nous trouvent. Voilà, ils nous ont vus. Ça, c'est la première des impressions. Ils arrivent. Ils trouvent un sol tellement fertile. Ils arrivent. Ils trouvent que cet endroit, c'est un petit paradis terrestre. Alors, animés de mauvaise foi. Ils se disent, comment faire en sorte que nous aussi, nous puissions bénéficier de ces richesses? Comment faire en sorte que nous aussi, nous puissions aussi, à notre tour, nous servir à travers ce pays, à travers ce continent qui est l'Afrique? Et ils mettent des stratégies en place.
Et le tout premier qui est arrivé, il s'appelait Djiroko avec son embarcation, avec ses collègues et ses amis. Ils arrivent, ils font leur premier voyage. C'était vers les années 1482. La fameuse histoire où Djiroko avait découvert la bouche de fleuve qu'on connaît à présent, dans le Moké. Ils s'accostent, ils trouvent un grand royaume, le royaume du Congo, avec le roi Nzingakouvou. Son administration, son peuple, ses sages, ses ingénieurs, ses inventeurs. Alors, cherchant à entrer en contact avec ce peuple, il y avait toujours la ruse qui était derrière. Et dans le souci de dominer ce peuple demain, dans le souci de ravir, de confisquer à ce peuple le petit gâteau qu'il gardait dans ses mains. Et voilà la stratégie du mal, la stratégie de l'Occident. Et en retour dans son pays, en Portugal, il va revenir 3 ans plus tard, 1485, la première délégation des missionnaires qui arrive au royaume du Congo. Et cette fois-là, Djiroko arrive avec une délégation de gens qu'on appelle les missionnaires, qui ont été appelés aujourd'hui serviteurs de Dieu. Et en arrivant, il monte une stratégie qui consistait à évangéliser le royaume du Congo. Parce qu'en évangélisant, c'était le seul moyen de faire en sorte que l'Africain puisse réellement oublier ce qu'il est. C'est de s'intéresser de ses biens, de ses richesses. Et c'est comme ça que ça va donner accès à ce que l'Europe et l'Occident puissent réellement s'acquérir de ce que nous avons. Mais quand ils arrivent avec un seul mot. C'était, nous devons créer ce qu'on appelait un traité d'amitié. Créons le traité d'amitié entre le royaume du Portugal ainsi que le royaume du Congo. C'est à travers ce traité d'amitié qu'il y aura des échanges qui vont commencer à se faire. Ça veut dire qu'il y aura des valeurs qui vont quitter le royaume du Congo, qui vont venir chez nous. Et après, il y aura ceux qui quitteront chez nous, qui vont aller chez eux. Mais pendant ce traité d'amitié, il y avait toujours un agenda caché qui consistait à évangéliser. C'était ça l'arme du colonisateur, c'était l'évangélisation. Parce que le colonisateur savait que s'il devait réellement combattre l'Africain, de par sa force, il n'aurait pu nous combattre, il n'aurait pu jamais nous combattre. S'il devait réellement nous combattre, de toutes les manières, il n'allait jamais nous combattre. Alors il fallait trouver l'arme idéale, il fallait trouver le point qui correspondait pour réellement achever l'Africain. Et le point d'Achille, le tendon d'Achille, c'était l'évangélisation. Et à travers l'évangélisation, c'est comme ça que petit à petit, ils ont commencé à avoir un grand nombre d'Africains, un grand nombre d'Africains, et jusqu'à ce que le roi Nzingakouvou vienne se faire baptiser. Le roi qui se fait baptiser le 3 mai 1491. Et c'est à partir du 3 mai 1491 que l'Afrique en général, que l'Afrique tout entière connaît son problème. La plaie, le problème de l'Afrique, le problème de l'homme noir, c'est le 3 mai 1491 avec le baptême du roi Nzingakouvou. Nzingakouvou se fait baptiser, automatiquement il est obligé de faire baptiser sa cour. Il est obligé de faire baptiser son peuple. Il est obligé de faire baptiser tout son pays et tout son territoire. Et dans cette obligation, il tombe dans le piège de l'Occident. Et voilà, il est dans l'obligation de faire ce qu'on lui demande. Et en se faisant baptiser, la première des choses, on lui dit ceci: nous devons te donner un nom saint. Et le nom saint qui correspond le mieux, nous devons te donner le nom de Jean Ier ou Zoao Primero. Parce que le nom de Nzingakouvou, c'est un nom démoniaque. Ils te font un nom saint. Et voilà, toi, tu deviens l'homonyme, tu deviens l'homo de notre roi du Portugal. Et en acceptant cela, lui aussi il dit à ses collègues, mais demandez aussi à votre roi s'il peut aussi, lui à son tour, prendre mon nom. C'est comme ça qu'on lui dira, lui c'est un saint. Lui ne pourra jamais porter ton nom à toi. Et c'est à toi de porter son nom. Donc si aujourd'hui vous avez les prénoms que vous avez, c'est à partir du 3 mai 1491. Parce que les prénoms que nous avons aujourd'hui n'existaient pas avant le 3 mai 1491. Et alors ces prénoms-là, ils sont venus avec le christianisme. Et Nzingakouvou se rend compte que non, j'ai commis l'erreur de me faire baptiser. Voilà les bêtises que j'ai commises. Automatiquement, il y a le taux de mortalité qui commençait à augmenter. Il y avait même quand les gens allaient faire allaient moissonner, la récolte était devenue compliquée. Il y avait des problèmes, il y avait des tensions. Et il a compris que non, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que moi, Nzingakouvou, j'ai accepté cette religion. J'ai tourné le dos à mes ancêtres. J'ai tourné le dos à mon Dieu. Et en acceptant cette religion, voilà la seconde chose. Je suis maintenant en train de vivre dans mon territoire. Et puisque il eut l'idée, il dit, alors, puisqu'il est ainsi, je dois me débarrasser des colons. Ils doivent rentrer chez eux. Moi, je dois m'occuper et je dois réorganiser mon territoire. Et ces colons, ces missionnaires qui ont compris l'intention qu'il y avait en Nzingakouvou. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser son fils, qui s'appelait Mvemba Zuma.
Et à travers Mvemba Nzinga, on va lui donner la potion, le poison. On lui dira, si tu donnes cette liqueur à ton père, toi tu deviendras comme lui. On va l'utiliser. Lui aussi ne sachant pas ce qu'il allait commettre comme acte. Il va donner le liqueur à son papa, c'est par là qu'il va tuer son père. Et son père qui va mourir. Et puisque son père était mort, ce sont maintenant les missionnaires qui vont prendre Mvemba Nzinga et qui vont l'introniser comme étant le roi du royaume du Congo. Banlo Moké. Et pour Mvemba Nzinga, c'était le deuxième fils du roi Nzinga Kouvu. Parce qu'il avait un premier fils qui s'appelait Mpanzwa Nzinga. Et pour ce faire, les missionnaires ils vont armer Mvemba Nzinga. Et voilà qu'on va faire le tout premier coup d'état. Il fallait chercher à tuer Mpanzwa Nzinga. Et voilà que Mvemba Nzinga, qui était lui aussi à son tour le tout premier roi chrétien. Parce que à la suite, il a été consacré évêque. C'est le tout premier évêque qui existe dans l'histoire de l'Église, l'évêque noir, Mvemba Nzinga. Et voilà que l'Afrique connaît maintenant ses problèmes. Parce qu'avec le règne de Mvemba Nzinga, il était dans l'obligation de faire... comment ça s'appelle en fait? Il était dans l'obligation de faire convertir son peuple. Alors avec Mvemba Nzinga, tu devais te convertir de force. Alors si tu refuses de te convertir, on te tue. On tue ta mère, on tue ton enfant. Et c'est par force que nos ancêtres à nous se sont convertis dans le christianisme, mes chers frères. Balomoké. Si vous êtes fiers aujourd'hui d'être chrétien, il faut le savoir que c'est pas par la voie de la paix, non, c'est par la force, c'est par la tuerie, c'est par la barbarie. Nos ancêtres ont subi la barbarie pour devenir chrétiens. Pourquoi Mvemba Nzinga était dans l'obligation de tuer sa propre mère. Mvemba Nzinga a tué sa propre mère qui refusait de se convertir dans le christianisme. Et en tuant sa propre mère, c'était pour dire à son peuple que tout c'est lui qui va s'élever. Tout c'est lui qui va s'endurcir sa tête face à mon pouvoir à moi. Voilà le sort qui lui est réservé. Regardez un roi qui tue sa mère. Et qu'est-ce qu'il fera de toi le forgeron? Qu'est-ce qu'il fera de toi l'agriculteur? Qu'est-ce qu'il fera de toi les boueurs? Qu'est-ce qu'il fera de toi la femme de ménage? Balomoké. Mais pourtant dans la Bible, on nous a parlé de l'amour. On nous a dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Et ces missionnaires, quand ils ont appliqué la loi de la force, il était parti pour l'amour. Le mot amour n'existait pas dans la bouche des missionnaires. Le mot amour ne devait exister que dans la bouche de l'Africain. Et tout ça, c'était la stratégie qui était mise en place dans le souci d'abrutir le peuple, d'abrutir l'individu et d'abrutir l'homme. Et c'est par là que l'Afrique commence maintenant à connaître ses fissures et ses cassures. Et au fur et à mesure, l'Afrique allait de mal en mal. Balomoké. Et c'est comme ça qu'en même temps, on va commencer à faire la politique de diviser le peuple. Les tensions vont commencer à s'installer. Les mêmes missionnaires qui arrivent commencent à diviser ce peuple-là. Et les peuples commencent à se diviser. Les tensions s'installent. Automatiquement, les minéraux qui s'en vont. Et ainsi de suite, petit à petit, naît et naquit ce qu'on appelle le mouvement de l'esclavagisme. Le marché de la honte. Parce qu'on nous a vendus comme du bétail. La seule personne qui a été vendue comme du bétail, c'est toi, c'est moi, c'est mes ancêtres, c'est nos ancêtres à nous. Ils ont subi cela au nom du christianisme. Ils ont subi cela au nom de la religion. Parce que si la religion ne s'était pas installée chez nous, nos ancêtres ne se seraient jamais retrouvés aux Antilles. Ils ne se seraient jamais retrouvés en Martinique. Ils ne se seraient jamais retrouvés en Amérique comme esclaves. Parce que même en Amérique, nous sommes allés deux peuples. L'homme blanc et nous. Nous sommes allés comme des esclaves, l'homme blanc est allé comme le maître. Parce que l'Amérique appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas aux Européens. Eux, ils sont allés comme des maîtres, nous sommes allés comme des esclaves. Parce qu'il fallait casser l'Afrique. Il fallait détruire l'Afrique. Et détruire l'Afrique par le cœur, par la moelle. Et le cœur de l'Afrique, c'est le Congo, c'est le royaume du Congo. Et c'est par là que le mal était entré. Beaucoup se diront, mais oui, 1422. Mais avant tout, il y avait déjà les Européens qui sont entrés au Ghana, oui. Les Européens sont entrés en Afrique bien avant. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont entrés au Ghana, l'Afrique n'a pas connu de problème? L'Afrique a connu ces problèmes justement le moment où l'Européen a touché le cœur. La population du centre, la population du royaume du Congo.
Parce que quand on parle du royaume du Congo, ce n'est pas le Congo-Kinshasa, c'était l'Angola, c'était le Congo d'aujourd'hui, c'était le Congo-Brazzaville, c'était une partie du Gabon, c'était toute l'Afrique du Centre. Nous étions hier ce même peuple. Et au fur et à mesure, les années qui passaient, ça veut dire que plus les années passaient, il fallait de plus en plus abrutir l'homme. Ça veut dire que c'est l'histoire qui s'effaçait petit à petit. Ça veut dire que c'est ton histoire qu'on effaçait du jour le jour. Chaque année, c'est une histoire qui s'effaçait. Chaque année, c'est des pertes humaines, c'est des pertes en vie. Chaque année, c'est des valeurs qui partent. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Puisque les années passées, les rois se succédaient. Alors, voilà, il fallait que tout s'arrête un jour. Il fallait qu'il y ait quand même quelqu'un qui dise on en a assez. Il fallait qu'il y ait quand même quelqu'un qui tape la main sur la table. Et cette personne, c'était Vitankama. 1665, la bataille d'Angola. Qu'on ne nous apprend pas. Même à l'école, on en parle, on survole tout ça. C'est pour ne pas nous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. 1665, Vitankama, la première bataille, le premier résistant. Parce que lui, c'est un résistant. Parce que lui, il a fait la guerre contre les Capucins, contre les Hollandais, contre les Portugais, contre les Français, contre toutes ces troupes-là. Parce que lui, il avait dit, on en a assez, on en a marre. Il a dit, je vois mon peuple souffrir. Je vois les atrocités que vous imposez à mon peuple. Alors cette fois-ci, nous disons, non. Puisque vous voulez nous prendre pour des bétails, vous voulez nous exploiter, nous les humains, exploiter notre sol. Alors cette fois-ci, nous allons partager les richesses de notre pays. Cette fois-ci, mon peuple à moi a le droit de jouir de ces richesses. Alors, cette parole-là n'a pas plu à l'Église. Cette parole-là n'a pas plu aux colonisateurs. Parce que hier, ce n'était pas encore des colonisateurs. Cette parole n'a pas plu aux soi-disant missionnaires. Et puisque Vitankama ramenait maintenant un discours qui était contraire à leur discours à eux, alors voilà qu'ils se disent, non, nous devons nous écarter de Vitankama. Parce que ça commence à devenir trop lourd. Ça commence à devenir gênant pour nous. Et voilà qui va éclater ce qu'on appelle la bataille d'Angola. La grande bataille d'Angola. Et dans cette bataille, il y avait de l'autre côté, le troupe, il y avait les Africains, mes ancêtres à moi, Africains noirs. Et de l'autre côté, il y avait aussi les Africains noirs, mais qui étaient devenus chrétiens. Qui combattaient maintenant pour le compte des Blancs. Alors, Vitankama, qui, au devant de sa troupe, commençait maintenant à repousser les troupes étrangères. Il les avait vraiment repoussés, ils ont perdu des terrains. Ils ont perdu du terrain. Et voilà que ces derniers se disent, mais si nous avançons à cette allure, ça veut dire que ce monsieur, il va nous éliminer. Balomouké. Balomouké. Allélo. Mais ce monsieur, il va nous éliminer. Nous devons créer une stratégie. Nous devons créer une stratégie pour éviter l'humiliation et pour éviter la disparition. Et c'est quoi la stratégie? Nous devons utiliser un des nôtres. Et nous allons lui dire ceci, que Vitankama est en train de combattre parce qu'il est animé de la force du mal, de la force du diable. Alors, nous devons lui proposer que s'il arrive à nous donner la tête de Vitankama, nous, à notre tour, nous allons lui donner la Sainte Seine. Et nous, à notre tour, nous allons lui promettre la vie au paradis. Balomouké. Ça paraît bête. Sérieusement, en écoutant cette histoire aujourd'hui, ça paraît bête. Que quelqu'un à qui on a promis la Sainte Seine, à qui on a promis le paradis, et qui accepte de tuer quelqu'un, ça paraît bête. Mais, figurez-vous, là nous parlons des années 1600. C'est l'époque où quand on regardait l'homme blanc, on se disait, c'est lui le Dieu. Et c'est nous le diable. Parce que le blanc, le colon, il a réussi à mettre ça dans notre tête. Donc parce que l'Africain aujourd'hui tel que nous sommes incapables de nous accepter. Nous sommes incapables d'accepter tout ce qui est le nôtre. Mais nous avons tout simplement la facilité d'accepter ce qui est chez l'autre. La preuve en est, sans vous blesser. Excusez-moi, je ne vous pointe pas le doigt. Parce que ce que je veux dire là, peut-être vous avez parce que je veux pointer le doigt, je ne vous pointe pas le doigt. Excusez-moi déjà à l'avance. La preuve en est, nos mamans aujourd'hui, ils ont du mal à accepter leurs cheveux. Mais ils ne veulent même pas de leurs cheveux. Mais alors ils veulent seulement imiter les têtes des autres. La preuve en est, aujourd'hui, chacun de nous, il est fier qu'on puisse l'appeler avec son immatriculation étrangère. Il a la honte quand on lui appelle avec son nom propre. Pose ta question à un Africain, comment tu t'appelles? Il va te poser la première question. Kombo Amboka. Balomouké. Kombo Amboka, ça veut dire, littéralement parlant, le nom du village. C'est ce qui se passe chez nous en fait. Quand tu demandes à quelqu'un, comment tu t'appelles? Donc,
Pour lui, comment tu t'appelles là? C'est déjà une équation. C'est le nom du village ou c'est le nom chrétien. Donc, imaginez-vous un peu. Donc, on arrive à tout faire cette chose-là en fait. Tu as un niveau où tu te hais. Tu hais ce que tu hais. Et tu es maintenant dans l'obligation d'aimer ce qu'est l'autre. En tout cas, mes chers frères, mes chers tatas, mes chers moi, ces gens, ils ont joué une vraie carte. Ballon moqué. Ballon moqué. La preuve est que même dans ta maison, achète une poupée noire à ta fille. Tu verras qu'il va la rejeter de suite. Mais achète une poupée blanche à ta fille et elle va la prendre. Donc ils ont tout fait pour nous prouver que tout ce qui était noir, c'est symbole de la sorcellerie. Et que tout ce qui était blanc, c'est ça le symbole, ce qui symbolise Dieu. Il nous a inculqué ça. Maintenant le pauvre noir, le pauvre monsieur, qui pour lui quand il regarde un blanc, il se dit mais ça c'est Jésus qui est descendu. Et surtout avec leur temps, déjà ils ne savent même pas parler nos langues à nous. Déjà, essayer de parler le Kikongo, c'était encore compliqué avec le temps qui vient après. Et le monsieur, le frère, il était dans l'obligation de dire oui. De dire oui. Parce qu'après, on va lui donner la Sainte Seine. Parce que toi, en 2021, tu manges la Sainte Seine chez le prêtre. Mais eux, à leur époque, on leur disait que ça, c'est le corps de Jésus. Imaginez-vous un Africain qui n'a jamais vu un blanc. On lui présente un peu et dit, ça c'est le corps de Jésus. Et tu vois les taches là, c'est son sang, ces trois points noirs rouges là, c'est son sang. Quand tu manges ça, tu manges Jésus. Ballon moqué. Même toi, quand tu vas manger ça aujourd'hui en 2021, c'est ce qu'on te dit. Non? Mais maintenant, ce monsieur-là, il venait à peine de voir le blanc. Mais toi, tu vis avec lui. Tu montes dans le bus avec lui. Tu manges avec lui. Tu communiques avec lui. Et même toi, en 2021, tu es incapable de te poser une seule question. Ballon moqué. Ballon moqué. Ça, c'est la politique de l'Occident. Qui consiste à abrutir l'homme. À détruire l'homme dans son âme, dans son ADN et dans son intérieur. Et à te rendre inutile. Et c'est comme ça que l'Africain est devenu inutile. À part obéir à ce qu'on nous disait, on ne faisait plus. Et le frère, il accepte. On lui fait la promesse, il se dit, oui, moi, je vais réaliser ce que vous me demandez. Alors, il prend le couteau, il se dit, moi je vais tuer Vitakanga. Et comme ça, moi je vais hériter dessus. Il va infiltrer la troupe de Vitakanga en pleine guerre. Et puisqu'à l'époque, le roi, il était devant de la scène, et le monsieur, il arrive jusque là où était le roi, et il va poignarder le roi. Et en poignardant le roi, eux de l'autre côté, ils avaient déjà leur carte. Quand ils voient le roi tomber, et pour l'Africain, ça c'est ce qu'on devrait savoir. Chez nous, servir un roi, c'est un honneur. Chez nous, en tant qu'Africains, servir un chef, c'est un honneur. Chez nous, le chef, nous lui devons respect, soumission. Ça, c'est ce qui fait partie de nous. Et quand chez nous, un chef tombe, ça veut dire que la guerre s'arrête et c'est la débandade. Donc là, on ne cherche même pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé là, c'est la débandade parce que le chef est tombé. Et puisque même tout le monde n'est pas obligé de voir le chef quand il tombe, déjà même le corps du chef, c'est pas n'importe qui doit le voir, c'était la débandade. Et dans cette débandade, qu'est-ce qui va se passer? Eux, de l'autre côté, ils vont venir, ils vont prendre le corps de Vitakanga. Et par la suite, ils vont lui décapiter la tête. Et après avoir coupé sa tête, le dimanche d'après, ils vont aller dans la ville qu'on appelle Luanda. Ceux qui connaissent la ville Luanda, Luanda c'est un Kikongo, Luanda, qui veut dire frappez-le, Bobetaye, Luanda. C'est dans ce territoire-là, quand on prenait les Africains, c'est là où on les fouillait, c'est là où on nous fouillait. Mais aujourd'hui, on est fiers de dire, j'habite à Luanda. Luanda. Donc Luanda, c'est ce territoire-là où on chicotait les têtus. Tout ce qui était têtu, on les chicotait là-bas. Et ils vont aller dans ce territoire-là, aller dans une église, ils vont prendre la tête de Vitakanga. Comme nous sommes là présents, ils vont la poser sur la chair. Et c'est le prêtre qui va officier la messe. Et après avoir officié la messe, ils vont prendre la Sainte Seine. Après, ils vont profaner Vitakanga des insultes et des injures.
Donc ça, c'était une façon de dire à tous qui le suivaient que tout celui qui va s'opposer à notre volonté, voilà le sort qui lui est réservé. Balomoke, 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 Allélo, Moto, Allélo, Moto, vous vamos, Mototia, Et puisqu'il est mort, c'était le chouchou des Africains. C'était le roi aimé des Africains. C'était le roi qui voulait préserver nos richesses. C'était le roi qui voulait réellement nous rendre libres. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Son peuple va se fâcher et il y aura éclatement. Et dans cet éclatement, ce sont nos ancêtres qui iront maintenant piller la capitale qui s'appelait Mbanza. Ils vont piller la capitale. Et après avoir pillé la capitale, c'est comme ça que le royaume Congo, qui était grand hier, va se scinder en plusieurs parties et en plusieurs morceaux. Parce que je vais faire une parenthèse, le royaume Congo avait 3 soubassements qu'on appelle les Makuku Matatu. Les Makuku Matatu, c'est les 3 soubassements du royaume Congo. Les Mpanzu, les Ntsaku et les Nzinga. Alors, étaient rois. Les rois, c'était tous ceux qui sortaient de la lignée des Nzinga. Les Mpanzu, c'était tous ceux qui étaient ingénieurs, qui étaient agriculteurs, c'était tout ce qui détenait les travaux. Alors, les chefs spirituels, c'était les Ntsaku. Les Ntsaku, c'était les chefs, les guides religieux, les guides spirituels. Alors, n'était roi que celui qui devait sortir de la lignée de Nzinga. Et puisque le royaume Congo s'est scindé, s'est divisé en plusieurs parties, il y a eu maintenant plusieurs rois, plusieurs personnes qui se sont proclamées rois selon les territoires où ils se sont retrouvés. Alors il faut savoir que non, puisqu'il y avait un roi, le roi gouvernait, gérait son royaume avec l'aide, il y avait des gouverneurs. Alors chacun des gouverneurs, chacun là où il était, il garde son territoire, il se dit, ça c'est mon territoire, ça devient mon petit royaume. Et c'est comme ça que le royaume Congo qui était grand hier va se diviser en petit royaume. Il y aura beaucoup de royaumes. Alors par la suite, le territoire de Mbanza Congo était interdit d'accès. On ne devait plus mettre ses pieds à Mbanza Congo. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors par sa colère, avec la colère, et c'est maintenant que les Occidentaux vont encore monter la stratégie qui consistait encore à amplifier le mouvement d'esclavage. Et vous allez comprendre, la majorité d'esclaves qui sont en Haïti aujourd'hui, ce sont les guerriers de Vitanka. Banlomoké. La majorité des Noirs qui sont en Haïti, ils ont été déportés pendant cette période-là. Ce sont les résistants qu'on a pris, on est allé jeter en Haïti. Et l'esclavagisme va s'amplifier. Ça va s'amplifier. Et imaginez-vous, on vient dans la maison, on dit, on veut prendre la maman, ou on veut prendre le papa. Tu résistes, on tue ton enfant. Balomoké. Juste une parenthèse. Je suivais des informations il y a 2 jours, bon, peut-être une semaine ou 2 jours. Il y a un enfant qui a assisté à un meurtre. Il a seulement assisté à un meurtre. Et il y a les autres qui ont écouté seulement les coups de feu. Que fait la société française, vous connaissez? Ils vont prendre tous ces enfants-là qui ont vu, qui ont assisté, qui ont entendu le coup de feu, on va les placer en cellule psychiatrique, c'est ça, non? On va leur trouver quelqu'un psychiatre. On voit même des cellules de crise, ils vont créer. Justement, il faut encadrer ces enfants parce qu'ils ont assisté, ils ont vu l'action. Ils ont écouté les bruits, ils ont écouté les coups de feu. Et ça leur a traumatisé. Le mot traumatisme, c'est beau à dire. Le français dit, ça traumatise l'enfant. Et puisque ça traumatise l'enfant, il faut le placer et il faut l'encadrer. Mais nous, nos ancêtres, ils ont vu leurs parents mourir. Balomoké. Nos ancêtres, ils ont vu leur papa mourir. Ils ont vu leur mère mourir. Et jusqu'aujourd'hui, ça se fait. Vous comprenez la torture qu'ils ont grandi avec. Vous comprenez la peur qu'ils ont installée, qu'ils ont imprégnée dans l'âme de chaque Africain. Ça, c'est la peur qui est imprimée. Parce que ça veut dire que non, une fois que tu essaies d'élever ta voix, tu essaies de dire un seul mot, voilà le sort qui t'est réservé. Et c'est comme ça qu'on prenait les esclaves. Il fallait tuer, c'était par voie de la force. Mais après, à côté, il y avait toujours l'évangélisation. Il fallait prêcher l'Africain jusqu'à la moelle des os. Il faut prêcher l'Africain jusqu'à la moelle des os.
Il faut leur dire que tout ce qu'ils ont, ce sont des fétiches. Il faut leur confisquer toutes les statuettes qu'ils ont parce que ça fait partie de la sorcellerie. Mais après, il faut leur ramener la statuette de Jésus et de Marie. Raisonnement logique. Si réellement la statuette de mon ancêtre c'est la sorcellerie, et la croix de Jésus c'est quoi? Peut-être aussi nos ancêtres, des fois, ils vont alimenter des questions à poser. Hein. Ou c'est parce qu'on est en 2021. Si la statuette de mon ancêtre c'était la sorcellerie, et la croix de Marie, toutes ces statuettes qui existent dans les églises de Kinshasa et de l'Afrique de Marie, c'est quoi? C'est pas statuette. C'est pas statuette. Mais après, c'est la statuette de l'Afrique qui est mauvaise. Dans le souci et dans le but de te rendre inutile. Le roi Mokongo qui se branle, qui se dépièce. Et sauf que, pendant que le roi Vitakanga mourait, lui aussi à son tour, il avait ses sympathisants. Et parmi ses sympathisants, il y avait une grande dame qu'on appelait Maman Mafuta. Elle, qui était l'une aussi, qui était présente, qui avait vu ce qui s'était passé. Alors elle aussi à son tour, elle a dit, je ne veux pas baisser mes bras. Par rapport à ce qui s'est passé, nous devons protéger les générations qui vont venir. Mais comment faire? Elle va créer une école initiatique secrète où elle va commencer à encadrer les enfants dans les rituels et dans les rites des ancêtres. Pour qu'on puisse au moins perpétrer l'héritage de nos ancêtres. Question de ne pas perdre ce que nos ancêtres nous ont légué. Et par rapport à cette école initiatique, il y a une fille qu'on appelle Timba, qui est passée aussi par cette école. Cette fille Timba qui est née vers les années 1684, des parents, Ntenga et Sava, qui est passée dans cette école aussi. Et Maman Ntenga, qui était déjà une vieille dame, une grande dame, est devant cette fille. Elle a vu la fille. Et en voyant la fille, elle se dit, oui, certainement, cette fille, c'est celle qui va élever les nations de demain. Dans cette fille, je vois la lumière de l'Afrique. Dans cette fille, je suis en train de voir l'espoir du combat qu'avait mené Vitakanga. Et cet espoir s'incarne dans cette fille. Et en sortant de cette école initiatique, c'est comme ça que cette fille recevra le nom de Kimpa Vita. Kimpa Vita, qui veut seulement dire stratégie de la guerre. Ou jeu de la guerre. Le Vita, c'est la guerre. Le Kimpa qui n'est qu'une stratégie. Avec un nom codé, c'est comme ça que cette jeune dame, Kimpa Vita, qui avait comme nom chrétien, Donna Béatrice. Parce que quand elle fut baptisée, il fallait avoir une immatriculation qui devait venir de l'église. Elle devait s'appeler Béatrice. Et pourquoi Donna? Justement, c'est parce que le roi Mukongo, après la colonisation ou pendant l'intrusion de l'Occident, c'est plus le portugais qui a dominé. Donna, c'est juste, je ne sais pas dire quoi en portugais, monsieur, madame, je crois. Donc Donna, c'est juste pour dire madame Béatrice. Comme les dons, c'est les dons. Donc, comme moi, on va m'appeler Don Moïla. Puisque aujourd'hui, au Congo, il existe des gens qu'on appelle les Ndongala. Ndongala, ce n'est pas les noms africains. Ondombele, ce n'est pas les noms africains. Ndongala, ça veut dire Don Grâce. Et nos ancêtres qui ont eu du mal à prononcer Don Grâce, Ndongala. Nos ancêtres qui ont eu du mal à prononcer Don Bernard, Ndombele. Et ça est resté, tu vas trouver. Comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Ndombele. Des noms qui ne veulent rien dire à la base. Parce qu'un nom, c'est un intitulé. Un nom, c'est une immatriculation. C'est une identité qui peut t'accompagner pendant ton déroulement et ton vécu sur la terre. Balomoké. C'est comme ça que les noms se sont incrustés chez nous en fait. Ndongele. Ndonfonso. Don Alfonso. Ndonfonso. Et on est même fiers. Ça veut dire quoi? On ne sait pas ça. Un nom doit avoir une signification. Et elle, c'était Donna Béatrice. Et sauf que cette fille, pendant qu'elle grandissait, qui n'était pas une fille comme les autres, elle a grandi comme tout le monde, mais puisqu'elle n'était pas comme les autres, elle aussi, elle a grandi un peu dans le pas, et dans la recherche, et dans le souci de préserver ce qu'elle était et ce que nous étions. Et arrivée vers les années 1704, elle va tomber malade, elle va mourir. Elle meurt, puisqu'à l'époque, quand quelqu'un mourait, bon, il n'y avait pas les morgues, hein, il n'y avait pas le formol,
il y avait toujours le rite africain qui consistait à dire que non, même si la personne mourait, il faudrait lui laisser 3 jours. Parce que c'est après 3 jours qu'on devrait enterrer une personne. Parce que la mort était considérée comme un sommeil profond. Puisque dans ce sommeil profond, 3 jours après, tu peux te réveiller. Donc on ne peut pas se précipiter à aller t'enterrer. Et c'est après 3 jours, puisque tu ne t'es pas réveillé, c'est comme ça qu'on s'est dit non, la personne réellement, elle ne revient plus, on se décide, on va l'enterrer. Et c'est ce qui s'est passé avec Impavita. Elle était morte. Et pendant que les autres pleuraient, faisaient son deuil, les gens pleuraient, ses frères, je pense que certainement elle avait une famille, parce qu'elle avait des parents, certainement elle avait des amis, et certainement elle avait des connaissances. Donc ils sont venus, ils étaient en train de pleurer. Mais sauf que pendant qu'ils pleuraient, c'est le corps qui pleurait, mais sauf que son esprit à elle ira maintenant dans le monde spirituel, ce qu'on appelle dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, elle va rencontrer les anciens rois du royaume du Koumou. Elle va rencontrer nos ancêtres à nous. Et ce sont ces ancêtres qui vont lui dire, qui vont lui exposer la situation, le comment, le pourquoi de ce qui se passe en Afrique. On va lui exposer, on va lui expliquer ce qu'il y a. Et en résumé, on lui dira que ces Occidentaux, ces Européens ne vous ont pas ramené la parole de Dieu. Ils sont venus pour les intérêts. Le fameux Jésus qu'on vous prêche, ce n'est pas le sauveur du monde. Même s'il était venu, il n'est jamais venu pour libérer les Africains. Il est venu dans sa contrée faire son travail par rapport à sa petite contrée. On va lui dire que ces gens que vous voyez, avec la Bible sous l'épaule, sous leur soutane, ils ont des Kalachnikov, ils ont des armes. Et c'est comme ça qu'ils vous tuent. Imaginez-vous cette fille, mais non, qui après avoir assisté à cette conférence, à cette réunion, et on lui dit, puisque toi qui ne vas vite, ton corps, il est encore là, on ne t'a pas encore enterré, tu peux encore retourner. Mais en retournant, va seulement rapporter le message que tu viens de voir ici. Va seulement raconter tout ce que nous venons de te dire. Donc, Kimpavita, qui avant de mourir, n'avait pas les yeux ouverts. Mais, 3 jours plus tard, quand les autres maintenant s'apprêtaient, se disent, ouais, Kimpavita, elle est morte réellement, elle ne va plus se réveiller, il faut l'enterrer. Quelques minutes après, ils voient Kimpavita bouger. Ah, puisqu'elle a bougé, il y a ceux qui ont eu peur, qui ont fui. Il y a ceux qui sont arrivés, qui ont... Mais là, il y avait l'étonnement total. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle aussi, quand elle se réveille, elle voit ses frères en pleurs. Elle les voit avec les habits de deuil. Elle leur pose la question, qu'est-ce que vous avez à porter les habits de deuil? Qu'est-ce que vous avez à pleurer comme ça? On lui dit, non, mais certainement, réellement, toi, tu étais morte. C'est toi qu'on pleurait ici. Mais elle dit, non, moi, j'étais pas morte. Moi, j'étais pas morte. Moi, j'étais allé à Mpemba. Moi, je suis allé rencontrer Vitankamba. Moi, je suis allé rencontrer nos ancêtres. Elle a cité les noms. Elle leur dit, et ce sont ces ancêtres qui m'ont donné un message. Ils m'ont expliqué ce qui se passe. Et voilà qu'à partir de maintenant, déjà, même, elle n'a même pas fini de parler. Elle dit, commencez déjà à casser toutes ces statuettes-là. De Jésus qui avait. Les chapelets qu'il y avait dans les couilles, elle commençait déjà à les arracher. Et les gens se disent, mais ça c'est quel comportement? Elle dit, non, tout ça, c'est fait pour nous aboutir. C'est fait pour nous détruire. Et c'est comme ça que nos richesses, nos intérêts, nos minerais s'en vont. Et nous, nous restons inutiles, malgré la richesse qu'on a. Et elle commence maintenant à prêcher la nouvelle parole qu'elle a eue et le message qu'elle a reçu de Vitankamba ou de ses ancêtres. Et c'est cette fille, à l'époque, faites le calcul, 1684-1704, elle n'avait que 20 ans. Et c'est à 20 ans qu'elle se lève, elle commence à mener sa mission, elle commence à mener son combat. Kimpavita, c'est la première des prophétesses noires qui a existé dans l'histoire de la colonisation et pendant toute cette période. Elle a commencé à prêcher, elle a commencé à élever les nations. Et d'elle-même à son époque, elle avait tout autour d'elle au plus ou moins 80 000 personnes. Et sur ce, qu'est-ce qui va se passer? Elle va braver même l'interdit. C'était quoi l'interdit?
puisque la capitale Mbanza Congo était interdite d'accès, elle se dit, moi Kimpavita, je vais braver l'interdit. Moi et mon équipe, nous irons en Mbanza Congo, nous allons construire des maisons. Et ils vont aller en Mbanza Congo, ils construiront des maisons. Ils construiront 12, ils construiront 13 maisons en Mbanza Congo. Mais sauf que pendant tout son parcours, elle aussi, il ne faut pas oublier Kimpavita, elle était aussi de la lignée royale. Parce qu'il y avait son cousin qui était le roi. Balomoké. Pourquoi? Parce que, une fois que le royaume du Congo s'était scindé en plusieurs parties, il y a eu les deux royaumes les plus proches. Congo Dialemba et le Congo Diamboula. Congo Diamboula, qui était dirigé par le roi Ntsaku Tango Atana. Congo Dialemba, qui était dirigé par le roi Panzwandé. Alors c'était les deux royaumes les plus proches. Déjà, juste comme ça. Pourquoi Congo Diaboula? Pourquoi Congo Diaboula? Boule, ça veut dire c'est ma boule en français. Boule. Boule. Ces boules-là, c'est devenu boula. Puisque comme nous aussi, on a toujours l'habitude de cette difficulté-là de dire les noms. On avait promis à ce territoire-là une boule qui devait venir de Rome. Pardon? La boule du pape, voilà. C'était la boule du pape. Et c'est cette boule du pape qui a été promise dans ce territoire-là. Et c'est cette boule-là qui a pris le nom du territoire Congo, Diaboula. Balomoké. Ça peut ne pas se comprendre aujourd'hui. Mais mettez-vous, considérez-vous comme ceux qui existaient pendant cette époque-là. Parce que si jusqu'aujourd'hui on continue à nous berner dans des bêtises et dans nos mensonges, on n'arrive même pas à réfléchir. Maintenant, pensez à ceux-là qui venaient à peine de découvrir c'est qui le colon, c'est qui l'homme blanc. De découvrir le nouveau albinos, le nouveau ndundu, parce que nous on les appelait les ndundu. Ndundu qui veut dire albinos. Donc pour nos ancêtres, l'homme blanc, c'était quelqu'un qui avait la maladie, qui avait un problème de peau. Ce n'était pas quelqu'un qu'on considère comme aujourd'hui. Et du côté de Kimpavita, elle va rendre visite à son frère pour dire à son frère que non, j'ai reçu la mission. Et la mission que j'ai reçue vient de Vitakanga. Elle consiste à réunifier le royaume Congo. Ce royaume Congo qui est séparé, qui est scindé en plusieurs morceaux, il faudrait le réunifier. Et après, remettre le pouvoir entre les mains des Nzinga. Puisque ce sont les Nzinga qui devront diriger. Et remettre ce pouvoir, ce trône entre les mains des Nzinga, réunifier le royaume Congo pour enfin reprendre la stratégie, la force qu'on avait d'avant. Son frère qui dit, je suis d'accord avec toi. Alors comment faire? Elle dit, je dois faire cette démarche parce que les deux royaumes les plus forts, c'était son royaume à elle et le royaume de Congo Diaboula. Elle devait maintenant aller négocier avec le roi du Congo Diaboula pour que lui, à son tour, quand il va accepter, se mette ensemble avec son frère pour que, par la suite, ils aillent influencer les autres rois pour qu'ils aillent maintenant siéger à Mbanza Congo qui était la capitale. À son tour, elle ira convaincre le roi Tsakotamotane. Le pauvre, qui a essayé un peu de résister, mais vu l'âge, parce qu'il était déjà devenu vieux, il était dans l'obligation d'accepter la proposition de Kimpavita. Mais oui, après l'avoir accepté, et elle à son tour, elle va rentrer auprès de son frère pour lui dire, j'ai négocié avec ton roi, avec ton frère voisin, il a accepté ma proposition. Maintenant, je te demande à toi de prendre le relais, de te mettre devant, on va à Mbanza Congo. Et son frère qui dit, je suis d'accord avec toi. Mais, quelle est cette preuve qui me dit que, réellement, lui, il a accepté de me rejoindre et d'aller en Mbanza Congo. Pour la preuve, je veux que tu me ramènes les insignes du pouvoir. Balomoké. Puisque si lui à son tour te remet les insignes du pouvoir, moi à mon tour, je me verrai en sécurité, je me dirai, oui, l'accord est fait, l'accord est signé, je vais t'accompagner et nous irons habiter et construire Mbanza Congo. Et sauf que, pendant cette période, malheureusement pour nous, mais heureusement pour eux, le roi avait un directeur de cabinet qui était un prêtre, Laurent de Luc, et qui était secondé par un autre prêtre, Bernard de Gallon. Donc, ce sont ces deux-là, parce que qui dit directeur de cabinet, le directeur de cabinet, c'est cette personne qui chuchote à l'oreille du chef. Donc, la voix qui chuchote à l'oreille du chef, c'est le directeur de cabinet. Alors, ces deux personnes, eux, ils sont à côté du roi pour contrôler les gestes et les moindres gestes et faits du roi. Parce que eux dépendaient du Vatican.
Donc eux dépendaient directement du Vatican. Alors tout ce qui s'est passé, eux étaient obligés de contrôler. Alors, pendant les déplacements de Kimpavita, ils ont compris ce qui se passait. Ils ont compris réellement ce que voulait Kimpavita. Alors ils se disent, si nous allons dans le sens de Kimpavita, c'est la Rome qui va perdre. C'est l'Europe qui va perdre. Si la Rome perd, ça veut dire que l'Europe a perdu. Alors il faudrait contrecarrer cette stratégie. Et comment la contrecarrer? Deuxième stratégie pour monter. Bernard de Gallon et Laurent de Luc iront vers le roi pour lui dire, chef, le pape a promis de t'envoyer une couronne. Sa couronne, dans la couronne papale. Tu vois là-bas, puisqu'il y a la boule papale, tu vois la boule papale là qui vient de Rome là, c'est le pape qui a envoyé. Maintenant toi, le roi te promet de t'envoyer sa couronne. On lui montre la photo. Regarde la couronne du roi. Il regarde, ah oui, ça c'est la couronne du roi. Ah oui, ça là, tu vas porter ça dans ta tête. Maintenant imaginons seulement. Ce roi qui vient de découvrir le blanc et qui vient de découvrir le pape. On lui dit, mais toi tu vas porter la couronne du pape. C'est comme chacun de nous ici présents. On vient lui présenter le verre de François, l'ancien verre, le verre de François Mitterrand. On dit que non, François Mitterrand a bu dans ce verre. Ou bien on lui dit, tu vois ce vin qui reste là dans la bouteille là. François Mitterrand a bu 2 gorgées, il reste ça. Si on veut estimer le prix de ce vin, aujourd'hui il n'y aura pas de prix. Ça va se vendre aux enchères. Si seulement la Joconde, vous connaissez la Joconde, hein? Si seulement la Joconde n'a pas de prix, la Joconde c'est un dessin que quelqu'un a dessiné, Mona Lisa, on a dessiné seulement, il n'a pas de prix. Maintenant vous allez dire à un roi africain que tu vas mettre la couronne du pape. Ça c'était faire rêver quelqu'un debout. Donc je pense que le roi, même quand il dormait là, même quand il dormait, il se voit déjà avec sa couronne dans sa tête. Il dit, ah moi avec la couronne quoi. Même avant de se réveiller, lui il se voit déjà avec sa couronne. Il se dit, ah moi, comme on dit en Tchouba, donc avec tout orgueil, il se dit, moi avec ma couronne. Et je vais vous dominer la nyata bino. Je vais vous piétiner quand j'aurai ma couronne dans ma tête. Je ne pense pas que c'était un Moulouba ce roi-là. Alors, on lui fait la promesse, ça crée un doute, un déclic. Le roi, maintenant qui se confie à sa sœur, se dit, mais ma sœur me montre un chemin. Mais voilà, on me dit que le pape va m'envoyer sa couronne. Le roi, il a fait des cauchemars. Hein. Je pense qu'il dormait même plus. Tellement qu'il pensait à sa couronne, il se dit, mais ça arrive quand ma couronne. Et je crois même qu'il avait déjà même organisé les cérémonies pour voir comment il se va mettre sa couronne. Je pense même, parce que imaginez pour chacun de nous lui fait une promesse. Tu auras déjà tout le film. Quand ça arrive, ça va arriver dans ce port-là. Quand on va aller le prendre, je vais envoyer les chevaux, on va le prendre, on va les ramener ici. Personne ne va toucher. Même pour le toucher là, je vais me mettre là. Il avait toute la cérémonie, toute sa scène dans la tête. C'était seulement pour créer le doute dans la tête de Kimpavita. Puisque Kimpavita, avec le roi, avec le pape, j'aurai un règne qui n'aura jamais de fin. Parce que la couronne de pape veut dire, tu vas régner à jamais. Mais qu'est-ce que Kimpavita me rassure comme sécurité? Qu'est-ce que Kimpavita va me donner réellement après? C'est ce qui fait qu'il y a ce doute qui s'installe. Et avec ce doute, le roi commence maintenant à se retirer petit à petit de ce que lui disait sa sœur. Et puisque la sœur était dans l'obligation de ramener aussi les insignes de l'autre côté, et pendant cette période, elle s'était isolée puisqu'elle était enceinte. Elle s'est isolée, question d'enfanter ou d'accoucher et de revenir par après. Elle va s'isoler des mois et des mois, et après avoir accouché, et vous savez comment ça se passe chez nous en Afrique. Une femme, quand elle vient d'accoucher, ce n'est pas le lendemain qu'elle sort dehors. On va la garder 3 mois après. C'est comme ça qu'elle va reprendre dans ses activités. Et 3 mois plus tard, Kimpavita qui revient en feu et en force dans le village. Et tout le monde qui le voyait scandait son nom. C'était l'engouement.
On l'avait perdu, on a perdu notre Kimpavita, on la revoit. C'était l'enjaillement, c'était la joie. C'était comme aujourd'hui, quand vous voyez Maître Gims dans le métro, comment ça se passe. C'était cet engouement-là qu'il y avait ce jour-là. C'est comme aujourd'hui, je vous donne les exemples d'aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé hier. C'est comme aujourd'hui, quand vous voyez Michael Jackson, comment ça se passe, ce qui s'est passé ce jour-là avec Kimpavita. Donc il y a eu cet engouement. Son peuple a acclamé, il a applaudi. Et qu'est-ce qui va se passer? Le bruit va quitter de là où il a commencé. Et le bruit va arriver jusque dans la cour du roi. Alors la question se pose. On se pose la question. Elle est revenue, Kimpavita. Ah, elle est toujours en vie. Ah, elle est revenue. Et Bernard de Gallon et son confrère se disent, il nous faut trouver une autre stratégie. Parce qu'elle est revenue. Ils vont chuchoter. Ils vont se discuter. Ils vont se dire, il faut déjà trouver une autre stratégie. Sinon, c'est nous qui allons perdre. Parce que le roi aussi à son tour, la couronne, elle a traîné. Elle arrive toujours. On a donné des promesses. Je pense même qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'on va dire, même le bateau là qu'on avait dit au roi, qu'il y avait les problèmes au niveau de la navigation. Même le roi, il va nous voir comme nous sommes en train de le mentir. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont vers le roi. Et cette fois-là, c'est plus avec la couronne. Là, maintenant, c'est plus avec la couronne. On lui ramène maintenant le whisky. On lui dit, chef, on a parlé au pape. Le pape a dit ceci. Comme la couronne, puisque la couronne traîne à arriver, avec les problèmes de la météo, les bateaux, les horaires. Il a dit, en entendant, pour te faire plaisir, il a dit, il t'envoie vraiment le whisky, son bon whisky. Le whisky qu'il a l'habitude de boire tous les matins. C'est ce whisky avec cette, tu vois cette bouteille là, tu vois là, c'est pas plein. Donc il a bu aussi, tu vois cette partie qui manque là, c'est lui qui a bu. Balomoké. Alléluia. Maintenant imaginez donc la bouteille de whisky du roi et la partie qui manque là c'est le pape qui a bu. Et on présente ça chez un Africain qui vient à peine de découvrir un homme. Maintenant, c'est ça que je voulais dire tout haut. Donc, nous aujourd'hui en 2021, on te présente le whisky que Michael Jackson avait bu. Et son verre. Balomoké. Je pense même, tu ne peux même pas le garder dans ta maison. Parce que même le fait de le garder dans ta maison, tu as peur. Tu vas te dire, on va venir m'agresser. Tu vas chercher un endroit pour le garder. Parce que c'est un bien qui est inestimable. Donc, présenter le whisky du roi, du pape au roi, ça c'était le top de top. Ça c'était le top des tops. On lui dit, ça c'est sa boisson. Donc quand il se réveille seulement le matin là, il prend 2 gorgées. À midi, 2 gorgées. Voilà, c'est cette partie qui manque. Et le roi, qu'est-ce qu'il va faire à son tour? Avec tout honneur, il prend le bon whisky. Il va se servir gentiment aussi, avec appétit. Et oubliant les effets du whisky qui vient après, ça lui a fait les effets papatiques. Balomoké. Ça lui a fait les mêmes effets que ça fait le pape quand il prend le whisky chez lui dans le Vatican. Et le roi est devenu désorienté. Il ne savait même plus se tenir debout. Il ne savait même plus regarder parce que tout bougeait tout autour de lui. Balomoké. Ils se disent, nous l'avons eu. Parce qu'il est devenu inconscient. Et c'est par là, c'était le 1er juillet 1706. Ils se disent, ils vont aller murmurer maintenant dans son oreille pour lui dire, ta petite soeur t'a foutu la honte. Elle est revenue avec un enfant. Elle est allée faire la débauche. Elle que tu prétends être la sainte, nous revient avec un fils. Qu'est-ce que tu en dis? Je pense que nous devons la prendre et qu'elle nous explique d'où vient son enfant. Et sous l'ampleur des effets papatiques, le roi surtout dit, allez l'arrêter. Balomoké. On va envoyer les militaires. On va arrêter Kimpavita. Qui va venir? Elle, le petit bébé et son secrétaire.
Le 1er juillet, commencent maintenant les cérémonies. Le tribunal s'ouvre. Kimpavita doit nous expliquer d'où vient l'enfant. Le problème, il n'est pas pourquoi tu fais tout ça. Le problème maintenant, c'est d'où vient l'enfant. Puisque toi, ici, tout le monde te connaît comme étant, voilà, celle qui reçoit l'Esprit Saint. Mais d'où te vient cet enfant? Et habité de cette sagesse, parce que là maintenant, à 22 ans, avec toute sagesse par rapport à cette question, elle va répondre au missionnaire, le bébé que je porte, certes, c'est mon bébé. Mais oui. Elle le regarde dans les yeux, elle lui dit, mais oui, ce bébé, oh, mais je l'ai eu, de la même façon que Marie a enfanté Jésus. C'est pas vous qui nous aviez expliqué ici que Jésus a été conçu, c'était l'Immaculée Conception. Il a été conçu par l'aide du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il a été fait, il est né. Mais moi, mon fils aussi, certainement c'est par l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'était la réponse de la sagesse et de l'intelligence. Alors là, ça passait pas. Ils se disent, non, non, là, tu blagues avec nous. Tu as fait la débauche. Tu as fait la débauche. Alors, on va te punir. Et d'où te vient le message que tu nous sors? Alors là, elle les regarde encore dans les yeux et dit, mais toi, Bernard de Galon, mais tu es là tous les jours avec ta robe blanche. Mais n'est-ce pas que tu as une arme sous ta robe? N'est-ce pas que vous êtes venus ici seulement pour nous piller, nous détruire? C'est pas le message que vous êtes en train de nous prêcher. Il est faux, il est archi faux. Mais depuis que vous êtes là, vous êtes à la base de tous les mal qui se fait ici chez nous. Et c'était pour lui une forme de les humilier au devant de la troupe. Donc les réponses de Kimpavita, c'était une forme de démasquer le missionnaire et le colon auprès de ses frères. Et à chaque question, c'était une réponse humiliante. Et cette réponse humiliante, c'était cette jeune fille de 22 ans. Mais toi, à 22 ans, aujourd'hui, tu es incapable de réfléchir. Toi, à 22 ans, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tu es incapable même de prendre une décision. Jusqu'aujourd'hui, à 22 ans, tu es toujours considéré comme le petit enfant en continu. Mais cette jeune fille de 22 ans, en 1706, c'était une question, une réponse. Mais ce n'était pas la réponse des réponses, c'était la réponse humiliante. C'était la réponse qui devait piquer. Et qui devait susciter la colère. Et à chaque réponse, c'était la colère qui montait et les graissements des dents dans le corps et dans la chair des missionnaires. La plaidoirie continue. Et puisque l'humiliation ne faisait que s'accumuler, ils se disent en fin de compte, Kimpavita, tu donnes le but de la vérité et faire le choix. Soit tu fais le choix de rester, de devenir libre et d'abandonner ta démarche. Ou sinon, nous allons décider du choix qui te correspond et qui te convient. Et le choix qui te correspond, qui te convient, c'est que toi, nous allons te mettre dans le feu. Mais sauf que nous allons te laisser, nous te donnons une seule chance. Tu n'as que la journée d'aujourd'hui. Tu devras réfléchir. Parce que le lendemain, il n'y aura pas de seconde chance. Quand nous allons nous réveiller demain, ça sera les décisions qu'on aura prises et les sentences. Et le 1er juillet, nous parlons de ce qui s'est passé chez nous. C'est notre histoire. Ce n'est pas une invention, c'est notre histoire. Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée par les Africains. Ce sont ses frères blancs qui l'ont brûlée. Ce n'est pas les Asiatiques qui ont brûlé Jeanne d'Arc, ni les Arabes. Ce sont ses frères blancs qui l'ont brûlée. Mais aujourd'hui, Jeanne d'Arc, elle est considérée, c'est comme si c'est l'image planétaire. Parce que c'est l'histoire des vainqueurs qu'il a écrite. Quand le vainqueur écrit son histoire, ça veut dire que tout ce qui s'est passé chez lui est grand et énorme. Mais tout ce qui s'est passé chez toi, ça ressemble à un fourneau. Ça, c'est notre histoire. Kimpavita, le 1er juillet, elle va subir la torture qu'elle n'a jamais imaginée de toute sa vie. Et dans le froid, elle sera chicotée,
fouettée, dénudée, pour que le matin, quand elle va se réveiller, qu'elle change d'avis et qu'elle dise « j'arrête ». Et je dis non à mon combat. Et je renonce à mon combat. Et cette femme de 22 ans a subi cette humiliation toute une nuit. Mais souvenez-vous que cette femme est sortie des parents. Puisqu'elle est sortie des parents, certainement elle avait des frères. Puisque le roi c'était son frère. Et certainement elle en avait d'autres. Puisqu'elle avait d'autres, certainement elle avait des cousins, des cousines. Elle avait un entourage. Elle avait des amis qui lui étaient proches et des amis qui lui étaient lointains. Elle avait des disciples. Donc elle avait tout un monde qui comptait sur elle. Mais c'est cette fille qu'on a dénudée, toute nue, fouettée devant ses frères, devant les siens. Pour une seule cause. Pour quand il arrivera le matin, qu'elle arrive à dire « J'abandonne et je renonce ». Balongoke. Juste pour rire, je ne vais pas citer le nom, j'avais parlé de ça la fois dernière. J'ai un frère à moi ici au Kilo. Il a été en garde à vue. Il est fort, hein, le frère. Quand il parle là, ça rigole pas. On nous appelle, il est en garde à vue. Ah, il est en garde à vue. Comment il est en garde à vue? Ah, ok. Moi, j'appelle le commissariat. Ah, non. C'est un adulte. On ne peut pas vous dire ce qui s'est passé. Ok, ça va. Bon, le frère, il va s'en sortir. Mais le jour où le frère sort, maintenant on parle au téléphone, je pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ah, mon ami, mais ces gens-là, ça rigole pas. J'ai tout sorti, j'ai tout dit. Ce que j'ai vécu là, j'ai sorti même ce qu'il y avait dans mon ventre. J'ai commencé à dire. Et c'est comme ça qu'ils m'ont libéré. J'ai dit, ah, faut pas rigoler avec garde à vue. J'ai dit 48 heures, j'ai dit, ça rigole pas les 48 heures. J'ai dit, ah papa, toi, on t'a même pas frappé. Tu as sorti ce qu'il y avait dans ton ventre. Ballon moqué. Justement, c'est pour essayer de comprendre ce qu'avait vécu le frère. Mais Kimpavita, elle a vécu plus que ça. Ballon moqué. Parce que même la garde à vue, c'est une torture. Et la torture, elle est morale. Vaut mieux une torture physique qu'une torture morale. Et puisque la torture, elle est morale, elle influence le physique, tu te dis, j'en ai assez, je dois sortir de celui. Mais cette femme, elle a reçu et la torture morale et la torture physique. Humiliée. L'Africain, ce n'est pas cette personne qui savait humilier une femme. L'Africain, elle a le respect de la femme. Le corps de la femme, elle est sacré. C'est l'Européen qui nous a appris à humilier la femme. Ça ne fait pas partie de notre culture. C'est la culture des autres. Quand on l'imprègne, on commence à croire que non, ça fait pas. Non, ça ne fait pas partie de notre culture. Elle a été humiliée, cette femme. Battue. Dans le froid. Elle a passé toute une nuit dehors. À 0 degré. Ceux qui connaissent Mbanzakong, ceux qui connaissent la ville d'Angola, essaient un peu de comprendre un peu le froid qu'il y a dans ce territoire-là. Elle a vécu. Mais malgré tout cela, elle est restée ferme. Elle est restée droit dans ses bottes. Le matin, on revient sur le lieu. On repose les mêmes questions. Avec plein d'énergie. C'était les mêmes réponses. Avec la double intensité maintenant. Balomouké. Balomouké. Comment est-ce que vous pouviez intimider quelqu'un qui connaît la mort? Comment vous pouvez-vous intimider quelqu'un qui connaît déjà la mort? Il était déjà mort il y a 2 ans. C'est cette mort que vous êtes en train de l'intimider que lui aura peur. Je pense que Laurent Deluc et Bernard Desgalons n'avaient pas compris cela. Parce qu'il va vite à connaître c'était quoi la mort. C'était pas la mort qui pouvait lui faire peur. Et puisqu'il y avait les mêmes réponses, d'oser avec une autre intensité, alors là on se dit non. Cette femme, si on continue là, je crois que même ces frères qui sont là, ce sont eux qui vont s'en prendre à nous. Nous devons arrêter cette séance. Et fin de compte, Kimpavita, tu es obligé d'entrer dans le feu. On va prendre cette femme, on va la jeter dans le feu. Déjà avant de la jeter dans le feu, elle était là, pas inconsciente, elle était là consciente. Elle a assisté à sa scène de crime.
bois par bois, qu'on réunissait, elle regardait. Le tout premier bois qu'on a ramené, elle était là. Je pense même qu'elle avait même compté le nombre de bois qu'il y avait. Elle a même vu le visage, les visages des gens qui ont placé ce bois. Et après, le feu, quand il a commencé, elle était là, elle a assisté. Elle a assisté dans sa scène de crime. Ça encore une double de torture. Balomoké. Ça, c'était pour faire quoi cette personne? C'était pour faire quoi cette personne? Parce qu'elle vous a fait quoi? Parce qu'elle vous a fait quoi? Lui faire subir ça. Donc elle assiste, elle voit le feu. On se dit, quand elle verra le feu, elle va changer de langage. Peine perdue. Kimpavita n'avait pas changé de langage. Elle est restée dans son langage et dans son histoire. Et en fin de compte, le 2 juillet 1706, on va prendre Kimpavita. Son fils, qui s'appelait Kembo Nzenza, traduction littérale, la gloire des étrangers, et son secrétaire, on va le mettre dans le feu et Kimpavita va le 2 juillet 1706. Mais ce feu qui a été allumé et ce personnage qui a été brûlé, elle n'a pas subi cela parce qu'elle était allée prendre le mari de l'autre. Elle n'a pas subi cela parce qu'elle était allée voler dans le champ de l'autre. Elle n'a pas subi cela parce qu'elle était allée se battre. Elle a subi cela parce qu'elle a apporté le message de la libération, le message de l'émancipation, le message qui concerne la liberté de tout un peuple. Hier, c'était le peuple de 1706. Aujourd'hui, c'est le peuple de 2021. Balomoké. Kemo. Balomoké. Kemo. Allélo. Moto. Vamos. Mototia. Vamos. Mototia. Hier, c'était le peuple de 1706. Aujourd'hui, c'est le peuple de 2021. Et ce message te concerne, ce message nous concerne. Et aujourd'hui, nous sommes là pour penser, pour parler, pour essayer de réfléchir, essayer de revoir cette histoire tragique que l'école nous a privée. Parce que même l'école africaine nous a privé cette histoire. Moi, j'ai étudié en Afrique. Je n'ai jamais entendu parler de Kimpavita dans un seul programme scolaire au Congo. Ça n'existe pas. Mais j'ai entendu parler de Jeanne d'Arc, de Guillaume le Conquérant. J'ai entendu parler de Christophe Colomb. J'ai entendu parler de Louis XIV, ainsi de suite. Mais Kimpavita, je n'ai jamais entendu parler. Vitakanga juste de survol, sans connaître le fond. Et pourtant, celui qui ne connaît pas d'où il vient ne saura jamais où il va. Un peuple sans histoire, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. C'est ça l'Afrique. On se dit on est en 2021, mais en réalité l'Africain n'est pas entré en 2021. Dans nos têtes, nous sommes encore en 1400, nous sommes encore en 1300. Parce que 2021, c'est le siècle des Lumières. Qu'est-ce que l'Africain a fait en 2021? Qu'avons-nous fait de 2021? Et qu'est-ce que nous faisons de 2021? Jusqu'aujourd'hui, le problème majeur, nous ne l'avons pas encore résolu. Le problème de la faim, qui tue des millions, plus que le corona. La faim tue plus que le corona. On n'en parle pas. Balomoké. Balomoké. Créons des masques pour la faim et non pour le corona. Le jour où nous allons trouver les masques pour la faim, c'est le jour où l'Africain va commencer son nouvelle ère. Et l'Africain va se dire réellement, c'est le jour où nous allons nous dire que le chemin que nous avons choisi va nous amener quelque part. Kimpavita a brûlé. Et elle est tombée et elle est morte. C'était une perte. Certes, oui, une perte pour nous les Africains. Une perte pour ses frères. Sa famille. Je pense d'abord à sa famille. Peut-être sa mère. Peut-être sa mère. Imaginez-vous sa mère. Imaginez-vous sa mère, c'était Nengo Lusansu. C'était juste un exemple. Qui voit sa fille Kimpavita, qui répondait. Comme je voyais Nengo Lusansu là. Nengo Lusansu que je vois là. Vous savez comment elle va répondre? Kimpavita, aux amis Zoba. Kimpavita. Traduction littérale. Il va dire, Kimpavita, tu es bête. Tais-toi, il faut respecter ces gens. Je te parle de ma vie. Vous comprenez nos mamans comment ils vont fonctionner? Si c'était toi, c'est qui que je vois là-bas? Tata Azo, le papa de Kimpavita. Je pense qu'elle allait la gifler. Arrête de faire ça! Ils ont pas un bateau à l'hôtel. Toi, tu n'as pas peur de ces gens.
c'était le petit frère, la petite soeur de Tatangine. Pire encore. Balomoké. Balomoké. Donc ça veut dire que Kimpavita, c'était l'un de nous, l'un de nôtres. Par le sang. Chacun de nous allait réagir de sa façon. Pourquoi? Pour préserver sa soeur, son fils, sa fille, sa cousine, son ami. Donc le seul mot qu'on allait lui dire, c'était abandonne. Arrête. Vous pensez qu'elle n'a pas subi ça? Balomoké. Puisqu'ils étaient là. Vous pensez qu'elle n'a pas subi ça? Mais elle était là. Si c'était toi ce jour-là, c'est toujours bien de raconter l'histoire des autres. Hein? Qu'on te prenne et qu'on te mette à cette place-là. C'est là où tu comprends maintenant les enjeux. Tu vas te dire vraiment, en tout cas, Père Créateur, Tata Mokini, en tout cas, Tata Père, des fois il faut choisir d'autres tentations pour tâter les gens. Tu vas te dire ça, tu vas dire en tout cas, ta Père Créateur, Dieu, en tout cas, il faut choisir d'autres tentations. Ça là, moi, non, c'est le niveau des autres. Juste une parenthèse. Jésus avant de mourir, Jésus avant de mettre Jésus avant de mourir, quand on lui a présenté la scène qui allait marquer sa mort, c'était quoi la réponse? Oh Dieu, que tu ôtes cette coupe. Il a demandé à Dieu d'ôter cette coupe devant lui. Jésus, avant de mourir, il a dit, Dieu, ce que moi j'ai vu là, les clous là, dans ces clous on va les taper là. Les autres on va les taper là. Là la flèche que j'ai dans, ça va entrer là. Ah, Dieu, enlève ça. Malongoké. C'est bien rigolant. Ça se trouve dans ta Bible. Ça se trouve dans ta Bible. C'est peut-être aujourd'hui que c'est mieux expliqué. Il a dit, Dieu, peux-tu m'éloigner cette coupe? Imaginez-vous qu'est-ce qu'il avait ressenti en lui. Qu'est-ce qu'il avait ressenti quand il a senti, peux-tu m'éloigner de cette coupe? Qu'est-ce qu'il avait ressenti? La peur. Mais Kimpavita n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu peur. Elle a regardé, elle a affronté son problème. Elle a affronté sa situation. Elle est entrée dans le feu. Kansi bando mekizo bagilusa kidi baluti di kuntwala batu di tia wa mono pandi eno me bonsobelo kanti mono vita ya vava kwa mindele kana fuidi e mwana mekumanima kasi mwana mesika vutukajaka mukwiza bambula masweki betisweka mulumbu kyau ndomembelulwenga kweno ndombelu sala kweno monongele Balongoké. Balongoké. Nous sommes en train de parler de Kimpavita, qui n'est pas un mythe, mais qui est un personnage historique qui a existé. Nos ancêtres l'ont vu, ils ont vécu avec elle. Mais Jésus que tu portes dans ton cœur, aucun de tes ancêtres de la vie. C'est les autres qui l'ont ramené. C'est les autres qui l'ont décoré. Mais tu as pris ce personnage, tu l'as placé au devant de ta vie, et les autres, tu les as rejetés. Kimpavita a donné de sa vie. Elle n'a pas eu peur. Malgré toute cette pression. Ça, c'est une pression. Ça, c'était une pression. Mais elle n'a pas cédé. Balomoké. Kemo. Balomoké. Kemo. Alléluia. Moto. Alléluia. Moto. Vamos. Moto tia. Yaya Kimpavita. Elle fut brûlée le 2 juillet 1706. Et
Voilà, c'était la journée des Yaki Panvita. Ils ont bien parlé. Alors, vous avez suivi comment s'était passée la journée. Vous avez suivi notre confrère, comment il a expliqué, comment il a parlé de cette histoire qui est passée. Et nous avons encore un récit ou bien posé ou bien on a fait certaines interviews et aux adeptes de Vouvang pour cette journée. Alors nous allons suivre ce que le commentaire a été dit aux frères donc aux adeptes de Vouvang. Alors suivons ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont demandé au peuple noir, au peuple africain noir. Voilà, alors suivons. Merci. So enjoy with black people and learn about your history. Une question. Yes. C'était, vous allez répondre en anglais. Hein? Oui. Et c'est quoi, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui ici? Today we are here to celebrate the fight of Yakim Pavita. So she's a fighter for black people and she's the On va beginner. fermer, je vais fermer. So she's the beginner of this Je vais fermer, movement. s'il te plaît. Vas-y. Yeah, so she's the beginner of this movement. So yes, we are celebrating her today. Merci beaucoup, madame, pour nous donner... Merci. Bonjour, madame. Oui, Matondo. Et comment vous appelez? Présentez-vous. Vous êtes qui? Voilà. Ok, donc je suis Nengoi Joma. Donc je viens, on va dire, du Nigeria, donc dans l'actuel Nigeria, mais sinon de la tribu des Igbo. Ah d'accord, vous êtes des Nigériens en fait. Alors vous pouvez donner un message à vos sœurs, à vos frères nigérianes ou bien nigériens. In English. En English, Okay. En English. No problem. So we are here to fight against alienation. So I invite you to come and fight with us and learn about your history and just enjoy with. Bonjour monsieur. Bonjour. Et vous êtes qui s'il vous plaît? Ah, je me présente, c'est Né Lumumba, Mokambi Lumumba, attaché au Kilongo de Denis, en 93. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui? Aujourd'hui, comme c'est une journée spéciale, nous sommes venus célébrer la victoire de Yakim Pavita. Et donc c'était une journée de Yakim Pavita en fait. Ingeta. Et Yakim Pavita c'est qui? Yakim Pavita, en fait, c'est vrai que c'est une personne qui est méconnue par le Baindo Manso, l'ensemble du monde noir. Très méconnue parce que vraiment, on a caché son histoire, on nous a tout le temps appris autre chose, des Napoléons, on est calé sur Jeanne d'Arc, on est calé sur des je sais pas moi, des De Gaulle, mais nos histoires à nous, Baindo, on a tendance à un petit peu méconnaître. Donc, alors, oui, alors on est parti un peu plus loin, vous êtes d'où en fait? Je suis donc un Africain qui est né dans les îles. Dans les îles? Vous voyez, dans les îles. Je suis né du côté de l'île Maurice. Comment? L'île Maurice, dans l'océan Indien, à côté de l'île de la Réunion, au sud, un peu au sud de Madagascar. Est-ce que c'est possible que vous pouvez aussi donner un message à tes frères et à tes sœurs à votre langue qui sont là-bas en fait, ou bien qui sont ici aussi. Afro-descendants. Ouais, c'est juste pour vite fait parce qu'il y a mon téléphone là et ça coupe à chaque fois. Oui. Mon frère, bonne sœur, qui manière. Ouais. Moi aussi, enfin, moi, un habitant, enfin, pas un habitant, mais moi, un citoyen de l'île Maurice qui fait cause avec eux. Parce qu'ici, moi, j'ai découvert, moi, surtout pour un afro-descendant qui peine aucune histoire pour nous ratasser. Ouais. Donc, nous, on peut dire d'autres frères, et que c'est afro-descendants qui connaissent l'île Maurice et qui comprennent, qu'on peut dire.
Donc il y a un centre d'éveil spirituel à Vitry, 66 rue de Seine, et dans la ville Saint-Denis aussi, c'est-à-dire 33 boulevard Anatole France, les dimanches 10h à midi, et rue de Vitry, rue de Seine à Vitry-sur-Seine, c'est les samedis de 14h à 17h. Donc venez prendre notre histoire. Merci. Reconnecter. Merci beaucoup, messieurs, pour nous donner ces petites minutes pour Yakipa Vita. C'est toujours un plaisir de parler de notre spiritualité. Matondo Domingue. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Kenekeno. Oui, Matondo. Et comment vous appelez? Présentez-vous. Vous êtes qui? Voilà. Ok, donc je suis Nengwa Ejoma. Donc je viens, on va dire, du Nigeria, donc dans l'actuel Nigeria, mais sinon de la tribu des Igbo. Ah d'accord, vous êtes des Nigériens en fait. Alors vous pouvez donner un message à vos sœurs, à vos frères nigérianes ou bien nigériens. In English. En English, Okay. en English. No problem. So we are here to fight against alienation. So I invite you to come and fight with us and learn about your history and just enjoy with. So enjoy with black people and learn about your history. Une question. Yes. C'était, vous allez répondre en anglais. Hein? Oui. Et c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui ici? Today we are here to celebrate the fight of Yakimpa Vita. So she's a fighter for black people and she's the On va fermer. Je vais fermer. So she's the beginner of this Je vais fermer. movement. S'il te plaît. Vas-y. Yeah, so she's the beginner of this movement. So yes, we are celebrating her today. Merci beaucoup, madame, pour nous donner. Merci. Bonjour. Bonjour. Et je voulais savoir, bon, pas moi, mais pour les gens qui vont nous suivre, et si vous pouvez vous présenter aux gens qui vont nous suivre. Donc, moi, Tata Djawan Povesa, Oui. Kavenambutaku. Donc, nous, c'est plus le Kimvula de Denis. Donc, aujourd'hui, on s'est retrouvé ici à Vitry avec les autres Bandeko pour les Miloulou de Yakipa Vita, parce que c'est important. Nous avons toujours eu l'habitude de célébrer les fêtes qui n'étaient pas les nôtres. Mais excusez-moi, vous venez de parler des Denis en fait, parce que moi j'ai compris, parce que je viens de suivre que c'est Saint-Denis, Saint-Denis, oui, mais vous dites Denis. Alors pour les gens qui vont nous suivre, est-ce que vous pouvez préciser pourquoi vous dites Denis, voilà. Parce que justement c'est leur saint à eux, c'est leur saint à eux, c'est leur Saint-Denis à eux, pas à nous. Donc moi je ne peux pas lui dire Saint-Denis, c'est comme si moi aussi je respectais ce saint-là, alors que moi je n'ai aucun respect pour lui, donc je dis Denis. D'accord. Alors la journée d'aujourd'hui, c'était quoi en fait? Aujourd'hui, c'était pour la cérémonie commémorer la mort de Yakipa Vita qui a été brûlée le 2 juillet 1706. Donc comme je le disais, on a eu l'habitude de célébrer les fêtes des personnes qui ne concernent ni de près ni de loin. Tous les années, vous fêtez les Saint-Valentin, vous fêtez les fêtes, les Noël, une histoire qui n'est pas la nôtre. Donc, il faut qu'on mette en avant aussi notre histoire pour qu'on continue d'exister. C'est avec l'histoire qu'on continue d'exister. Mais si nous cessons de raconter notre histoire, demain aussi nous n'allons plus exister. Et quand vous parlez de votre histoire, quand vous parlez de Yakipa Vita, on voit des noms un peu, on voit comme si vous parlez de la sorcellerie dedans. Vous pouvez parler de quoi quand vous parlez de Yakipa Vita? Vous pouvez pas dire, par exemple, quand tu dis que vous prononcez pas les noms saints, les saints c'est pour eux, et vous, il n'y a pas de saints chez vous? Mais nous justement aussi, nous, nos saints, on a Yakipa Vita. Ah donc pour vous, Yakipa Vita aussi c'est une sainte, ah, parce qu'elle a donné de sa vie, Quand elle est morte, elle a donné de sa vie, c'est pour une seule chose, la vérité, pour que le noir puisse sortir dans la souffrance dans laquelle il était. Et cette journée, c'était quand en fait? Le 2 juillet 1706. Ah d'accord, alors vous dites quoi aux noirs ou bien aux blancs? Je ne sais pas si c'est votre message. En tout cas, moi les blancs, je ne m'adresse pas à eux parce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour survivre. Nous maintenant, aujourd'hui aussi, nous devons faire ce qu'il faut pour survivre aussi demain. D'accord. Donc pour survivre demain, il est
obligatoire qu'on retourne aux sources. Donc le message que vous donnez, c'est juste pour le noir. C'est que pour les noirs. C'est que pour les noirs parce que nous, c'est le peuple noir aujourd'hui qui est en danger. Que s'il continue sur cette trajectoire-là, demain il peut être amené à disparaître. Parce que son histoire s'efface petit à petit, petit à petit. Donc voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. Il est vraiment temps que nous retournons aux sources, que nous mettons en avant, que nous apprenons notre histoire. Parce qu'il y a aussi des gens qui se sont levés pour qu'on connaisse la vérité, qu'ils ont donné de leur vie. Matondo. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, c'est bien dit pour tout ce que vous venez de dire. Vraiment, merci beaucoup et félicitations. Matondo. Merci. Matondo. Mbote de Konabiso Mokambi. La façon où on vous a présenté Mokambi. Alors, vous êtes... donc, présentez-vous d'abord avec pour que les gens puissent vous connaître en fait. Matondo. C'est Tatan Tsilolo Nemopepe. Yassika Baïndo. Vous allez Mokambi, vous là, Denis, soi-disant Saint-Denis. Hein, mais c'est Denis, parce que c'est Saint-Denis. Non, pour la référence, c'est Saint-Denis. Voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes là. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui dans cet endroit voilà. Oui, les autres, il faut que ces amis là qui pas vite, pas ma tête c'est ça, on va vous la nous c'est ça, les sikamoko. Les autres là na Congo. Na baki mvuka mukola milulu tokenda wapi na Mongo Congo ngeta oui alikola Mongo Congo c'est na Mongo Congo. Ah d'accord. Alors Yaki Pavita c'est qui alors? En fait Yaki Pavita est référence pour Nabiso pour la ngela itembo bundaki o sali kene le ko pelko c'est aussi tellement to na matambe o wana ya pour défendre na ben Nabiso et que monguna o ala le ko se pembe parce qu'on est pour la biso société alors to le wana boyinga. Matondo mingi ndeko pona kopesa biso tango ya ba question. Mato. Yenge ke nonengo. Bokoki ko se présenter. Comme la soirée ni wa Zambi. Toza moko oto binda etumba elongo na nzala panda. Na nzala panda lelo ezali bomoni mokolo ngo ndenge ni pona mokolo. Lelo ezali oyo to fêter Yaki Pavita moko wanjimaki akene mbeka. Kona ngana yo tokota suma kambo. Ah. Siko pona bino journée ngo ezolekaki elekaki kitoko elekaki malamu makasi eleki malamu kitoko malamu donc osepeli ngeta osepeli makasi na nini yango yo osepeli osepeli kaka na mateya ndenge elekeli ah matondo mingi pona kopesa biso mwa ngonga oyo mbote mama. Ouais, bokoki ko se présenter bino ozali banani? Ah, bozali mokambi ya banengwa na mboka ya France. Alors bona journée ya lelo yo bokoki ko loba nini pona ndenge yango elekeli? Kwa mwa lelo vraiment ezali mikolo ya esengo mikolo ya yaya milulu ya yaya tozali na milulu ya yaya mais ntango tozoloba yaya tozoyeba te yaya yango eza nani? Yaki Pavita. Yaki Pavita. Yaki Pavita ye nde nani? Yaki Pavita aza mobundi kolongi azali mama oyo vraiment batumbaki na mwana na Kongo mpona biso bayindo tozala oyo ezali lelo donc yango ezali mikolo na bango lelo matondo mingi mama mpona kopesa biso mwa ntango mpona mokolo lelo ndenge yango elekelaki mbote ndeko. Alors, quels sont vos commentaires par rapport à la journée d'aujourd'hui, par rapport à ce qui était dit, par rapport au message? Alors, vous, d'abord, vous êtes qui par rapport à l'Isanga du Vouvam, en fait? Je me présente, je m'appelle Nebat Bindama.
Donc, je suis un des membres de l'Assemblée ou de l'école Vuvamo. Alors aujourd'hui, nous étions là pour venir commémorer les 315 ans du jour que Yaki Pavita a été brûlé vif à Mbazapongo. Et c'était aussi pour commémorer en même temps les 317 ans depuis que le mouvement Vuvamo est né. Parce que le mouvement Vuvamo est né de Yaki Pavita qui avait reçu la recommandation auprès du créateur en 1704. Et elle, pendant les 2 ans de son ministère, elle a fait tout ce qu'il fallait faire pour réveiller la conscience de ses frères noirs. Et nous, aujourd'hui, étant ses descendants, nous suivons les pas. Alors nous suivons les pas de Yaki Pavita parce que pour nous, elle reste une référence par rapport au combat que nous sommes en train de mener. D'accord. Et pour vous, Yaki Pavita, elle se présente qui devant vous en fait? Oh, mais Yaki Pavita, c'est déjà, comme je l'ai dit au départ, c'est elle qui incarne en fait le mouvement parce qu'elle en est le précurseur. Mais pour nous, Yaki Pavita, c'est plus que ça en fait. C'est un envoyé 10 ans, pour ne pas dire une envoyée 10 ans. C'est elle qui, la première fois, a reçu cette recommandation de Vuvamo, de Futuka Wanamba Moubidela, de dire à ses frères noirs qu'ils doivent revenir à l'endroit où ils se sont dégarés, ils doivent revenir au Carrefour. Donc, ceci étant, nous aujourd'hui, pour nous, les Futuka, les membres du mouvement Vuvamo, c'est une grande fierté à Gépavita, parce qu'au moins, chez nous, nous avons aussi des modèles que nous pouvons suivre pour perpétuer la lutte de la libération de la race noire. Merci beaucoup pour nous donner ces petites minutes pour vos commentaires. C'est moi qui vous remercie. Par contre, je demande à tous mes frères noirs de se mobiliser, de tourner plus aux distractions, de tourner plus au racontage. Nous devons nous mettre dans le bain de ce combat parce que nous devons savoir, nous aussi nous avons nos saints qu'on doit célébrer. Nous dit d'aller célébrer la fête de Saint-Jacques, la fête de Saint-Marc, la fête de Saint-Mathieu. Nous aussi nous avons nos saints et Yaki Pavita en fait partie. Donc, je demande à tous mes frères, à toutes mes sœurs de faire comme moi, de suivre les pas de Yaki Pavita. Et c'est comme ça que nous allons arriver à la victoire finale, celle qui est de la libération de la race noire. Merci. Mbote Ndekonanga Mobali. Mbote Tata journaliste. Ouais, je ne sais pas ce que vous se présenter na bandeko yo bakolanda biso bino boza banane. Comme on a mis ça, mabenga na comme Nelutonadio. Nelutonadio, papa Nelutonadio. Alors Nelutonadio bovandi wapi donc place Bovandi, donc vous se présentez pas bandeko place Bovandi pour nabaye ba malamu boza ba bouti wapi. Comme biso to vandi na mboka ya Allemagne, oya na France, pour nous sepela ko sanisa ba ninga pona makama Yaki Pavita. Ah d'accord, donc boza na France, boyaki ko sepela journée ya Yaki Pavita. Alors eleki ndenge nini pona bino journée yango? Eleki kitoko. Alors mais qu'est-ce que tu peux dire pour les gens qui vont nous suivre na ba ngonga oizokoya donc en deux mots, juste en deux mots pour na Yaki Pavita quand tu parles de Yaki Pavita au Ngolo Banini par Yaki Pavita, c'est qui en fait? Ça kama mawa que na bayino mingi bayebi comme Yaki Pavita te. Bayebi histoire Yaki Pavita te. Que mana 1706 te auto comme na 2021 kasa histoire ota moko pesa na tata mfika bayebi ngote surtout africain. Kaso to tai na moko ya ngambo da wana ba atiye okay kuna kumona ka kumba Yaki Pavita ibomba na kuna bangu
basebiaka jour ya kipa vita kasawa tutu na poto na fiki pasi dia abotama kutu ba histoire yango ya kipa vita tesaka mawa kasi soto tayi ekija ba 300 kiki minane que ya kipa vita tema ki na kata manza Congo atemisa bayindi moi avait 2 ans moi avait 2 ans c'est que jeunesse na ye pour abundira wana bana kokote ozaki yo mokongo te kasi ezaki pona Afrique mobimba pona mayindi nyonso kayo so tuni moyindi moko na France so na France tata na Belgique na Allemagne kuma kipa vita akumango kaneti isa simoko boy so moko boye oyo bako babetaka kasi zango vérité te kasi so tutai awa na France histoire ya fille moko nako bakoma na ite pa ni eta yango ngate bayini nyonso bayebi yango bayini ndio babeti ya kango oya biso ya kipa vita tozo nigeza yango eza mawa kasi to ba kata maolo tokotema kwa nini hata moyindo tana tuka na mboka ye bakia kipa vita za nani mato sango fa koma ti kuna ote misango ekoma mato